Tout ce qu'on a entendu était plus que très intéressant, mais vous devez être fatigué et je compte bien vous achever là, d'ici le repas. J'ai entendu bon appétit tout à l'heure, mais je ne suis pas à manger moi-même. Alors vous avez le plan qui peut aider au tableau, mais au tableau lumineux, là, à l'écran. Mais je voudrais d'abord qu'on sache de quoi on va parler. Le titre, c'est bien la qualité de vie au travail des directeurs de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire comporte, vous le savez, des entreprises sans but lucratif. Et il n'y a pas que les associations. Il y a aussi, mais on en parlera moins, les coopératives ouvrières de production et surtout les mutuelles. En fait, quand je dis surtout les mutuelles, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Là. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller très vite dans les définitions. Là, c'est une insistance apparue à la fin du XXe siècle qui voudrait concilier le bien-être au travail avec le souci de la performance. Et le sentiment, la recherche, c'est de voir tout de suite le contraire. Le contraire de la QVT, c'est travailler sous la pression, ou mettre la pression. Et c'est le management par le stress. Mais finalement, j'en parlerai peu. Alors, à force de dire que je ne parlerai pas trop de ça, de ça, de ça et de ça, qu'est-ce qui reste? Je souhaiterais attirer votre attention sur d'autres aspects de la qualité de vie au travail. Et enfin, toujours dans les définitions, les directeurs se situent à l'interface d'un conseil d'administration et de personnel salarié et bénévole, ou les deux. S'agissant des directeurs, qu'en est-il de l'exercice de l'autorité et du climat de confiance? Ce sera la première partie. S'agissant de la qualité de vie au travail, qu'en est-il de l'éthique? Ce sera la deuxième partie. Et s'agissant de l'économie sociale et solidaire, qu'en est-il du concept jurisprudentiel, juridique, mais par la jurisprudence, d'affectio societatis, qui est, on le verra, un terme peu connu du grand public, mais très connu des juristes. Tout ça dans une perspective philosophique, c'est-à-dire, je ne me pose pas la question comment ça marche, c'est pas du ressort de la philosophie, mais je me pose la question quel sens cela peut avoir. Alors donc, première partie, autorité et confiance. D'abord, il y a de très surprenants auteurs à cet égard, inattendus et en contradiction l'un avec l'autre, mais j'en citerai seulement deux. D'abord, je voudrais commencer par pas vous poser une devinette, ce sera encore plus simple. La devinette, c'est quelle est, je cherche, j'ai perdu mes notes, là, mais vous allez voir, ça va arriver très vite, voilà. La devinette est la suivante. Première devinette, qui, selon vous, a écrit la phrase suivante? Alors, elle est connue, Elle est connue, mais on a souvent oublié. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. Et moi j'ajoute le début de la loi du plus fort. Alors qui a dit ça? Alors on ne va pas perdre son temps peut-être à faire une enquête, mais ce peut être, réfléchissons bien à la phrase que j'ai lue, ce peut être les paroles d'un prof d'aujourd'hui,
ou d'un ministre de gauche ou de droite d'ailleurs, qui ne supporte plus l'indiscipline et les incivilités. En fait, cette phrase a été écrite il y a plus de 2 millénaires et demi, 2500 ans. Elle est de Platon dans le livre 8 de son ouvrage, si on peut appeler ça un ouvrage à cette époque, La République. Vous voyez, finalement, l'actualité change de guerre, hein, en 2500 ans, et déjà Platon se plaignait moralement et politiquement d'un manque d'autorité. C'est un point de vue. Point de vue inverse, c'est la deuxième devinette. Qui a dit, enfin, elle est violente la phrase, hein, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Elle est très révolutionnaire, hein. Ça veut dire que si j'ai envie d'entrer dans les dérives de la convoitise, eh bien, c'est pas de la faute de la pénurie ou de ma faute à moi, c'est parce que la loi a posé des interdits, il faut sortir de tous les interdits. Alors ça pourrait être un anarchiste, hein, ou bien un psychanalyste qui a compris, avec Freud et Lacan, que le désir de quelque chose provient souvent, hein, nous le savons, de son interdiction. Eh bien, non. Cette formule anti-loi, anti-autorité, date de 2000 ans, un peu moins que les 2500 ans de Platon. Elle est d'un apôtre, alors c'est ça qui est quand même surprenant, elle est d'un apôtre du Christ, alors que la phrase est inattendue par son caractère radical, hein, anti-loi, Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, verset 6. Alors ici, à l'inverse de Platon, l'acte d'autorité, l'interdiction est jugé négatif, l'acte est jugé négatif, c'est une frustration qui me pousse à transgresser l'interdit, à transgresser la loi. Le deuxième paragraphe, sur la confiance, corollaire de l'autorité. Alors, l'autorité est-elle ou non un facteur psychosocial positif? Eh bien, la question est mal posée. Les crises de l'autorité, que on se réfère à Platon ou à Saint Paul, sont en fait des crises de confiance. L'autorité du chef ne s'impose qu'à ceux qui y consentent. C'est ça le paradoxe. L'autorité du chef ne s'impose qu'à ceux qui y consentent, à ceux qui lui font plus ou moins confiance, et c'est un enjeu capital de la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, la crise de notre civilisation est une crise de confiance et donc réciproquement une crise de l'autorité. L'autorité a pour corollaire la confiance de ceux qui lui obéissent, sinon l'autorité s'effondre. Il n'y a pas d'exception. Même, et là je sors un peu du cadre de l'économie sociale et solidaire, mais même les dictateurs en politique accèdent au pouvoir avec la confiance d'une très grande majorité populaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on va trop vite, qui cherche un sauveur. Mais peu à peu, le peuple déchante, puis se révolte, et tous les tyrans, toutes les polices, toutes les armées, tous les tortionnaires finissent tôt ou tard par s'effondrer. Parce qu'il n'y a pas la confiance. D'ailleurs, le droit, la loi, l'autorité elle-même expriment ce besoin de confiance. Alors là aussi, c'est très paradoxal, et on vit sur ça, hein. C'est la législation constitutionnelle d'aujourd'hui. C'est ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est en préambule de notre Constitution, eh bien, cet article 2 stipule de façon stupéfiante, incongrue, hein, inattendue, dans l'expression de la loi, la résistance à l'oppression. C'est-à-dire que la loi prévoit la résistance à la loi. C'est assez paradoxal.
Et il y a là une confusion ambiguë entre l'ordre et le désordre, et ça a déjà eu lieu politiquement dans l'histoire. Par exemple, on peut prendre d'autres exemples, mais la révolution culturelle en Chine, ce qu'on a appelé la révolution sous Mao, la révolution des gardes rouges, là, en Chine, c'est suscité par Mao lui-même contre Mao. On est donc dans une ambiguïté là assez forte, et c'est notre loi à nous, c'est pas la loi des Chinois, là, hein. C'est bien la loi à nous, la résistance à l'oppression. Et la célèbre philosophe germano-américaine en 2015, non, c'est pas en 2015, mais peu importe la date, Hannah Arendt, elle était morte depuis un moment, qui est grande analyste du nazisme, Hannah Arendt, explique qu'il n'y a pas d'autorité obéie sans l'estime vouée à celui qui exerce cette autorité. Faute de quoi, il n'y a, dit-elle, qu'un dangereux appel à un rapport de force. Et on voit bien que la qualité de vie au travail, elle est là, quoi, hein. Elle écrit en 1972, voilà la bonne date, hein, pas 2015, dans son livre très connu, La crise de la culture, et le chapitre s'appelle « Qu'est-ce que l'autorité ?» Le troisième paragraphe, c'est « La confiance est un acte de foi et un pari en quête de sécurité. » Et oui, la confiance est un acte de foi en une personne ou bien une institution. Et c'est d'autant plus vrai en économie sociale et solidaire, dans la mesure où, d'une façon ou d'une autre, hein, le chef est élu par un collège composé de personnes sans but lucratif. Et du coup, la confiance et la foi ont finalement le même sens, c'est la même étymologie d'ailleurs, hein, fides en latin, la même étymologie, confiance et foi. Et c'est ainsi que Paul, dont on parlait tout à l'heure, conteste le rôle, on l'a vu, hein, le rôle de l'interdit de la loi hébraïque et remplace la priorité de la loi par celle de la foi, par la confiance. Cette confiance dans un chef est d'abord un pari. Je ne peux pas en être sûr. Je ne sais pas trop où va nous conduire le chef, mais je parie sur la confiance dans l'avenir avec lui. Le pari de la confiance est donc un acte de foi, une prise de risque, un coup d'audace, comme dirait Kierkegaard, qui a souvent employé ces deux expressions danois du XIXe siècle. Mais la confiance n'est pas un risque sans raison. Paradoxalement, la prise de risque de la confiance au chef est une quête de sécurité. On parle de risque, hein, puisque la confiance est un pari, mais c'est un drôle de risque. C'est un risque qui est en quête de sécurité. Expliquons-nous. Et là encore, la qualité de vie au travail est en jeu direct. Là. En effet, les trois formes de légitimité, de l'autorité, dont parle le célèbre philosophe et homme politique d'ailleurs allemand Max Weber. Max Weber, ce n'est pas simplement un philosophe, hein, c'est celui qui a négocié, en tant que vaincu, qui a négocié le traité de Versailles au nom de l'Allemagne, et c'est lui qui a créé la République de Weimar, enfin, il n'était pas seul à la créer, mais qui a rédigé la constitution de la République démocratique de Weimar avant que Hitler arrive. En 1919, donc, dans Le savant et le politique, c'est l'ouvrage le plus connu, il y a trois formes de légitimité et qui apparaissent, c'est curieux, elles apparaissent très hétéroclites. On se dit, mais alors pourquoi il n'y en a pas quatre, pourquoi il n'y en a pas cinq, hein? Mais elles ont un point commun qui n'apparaît pas au départ, à savoir que nous sommes prêts à obéir si l'autorité peut nous sécuriser. Première forme de légitimité selon Weber, c'est la tradition.
le pouvoir de la tradition, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le changement même porteur d'ailleurs d'amélioration, potentielle du moins, eh bien, tout changement fait peur. D'où la tradition comme légitimité du pouvoir sécurisant. La deuxième forme, c'est le charisme du chef. Alors le charisme, c'est compliqué à définir, mais on n'a pas le temps. Mais il y a dedans l'écoute, la confiance en soi au milieu de la tempête, la vocation pour ce qu'il fait, le chef, le profil qui correspond à la situation, la posture jupitérienne, et oui, le courage et l'endurance qui font du chef l'homme providentiel, le sauveur. Et puis la troisième forme, c'est le pouvoir du rationnel, le pouvoir de la compétence reconnue, ce qui rassure plus que la fantaisie, qui, elle, ne rassure pas du tout. Alors, qu'il s'agisse des usagers dans le secteur social et médico-social, qu'il s'agisse des usagers ou des collaborateurs, faire confiance à l'autorité est une prise de risque pour satisfaire un besoin de sécurité. Dans les fondations, la création, quand il est encore là, le fondateur de l'institution, le fondateur de telle association, quand il n'est pas mort donc, quand il est encore là, il bénéficie de la légitimité de la tradition. Et ça arrive très souvent dans les associations. Et il peut avoir une légitimité charismatique et il peut être, pourquoi pas, compétent. C'est pourquoi il faut bien distinguer le pouvoir et l'autorité. C'est mon quatrième paragraphe. La défiance actuelle envers, on le sait, les chefs et toutes les institutions est une défiance contre les hommes de pouvoir qui cherchent la domination et les privilèges, et contre les institutions, dont le seul but est la survie de l'institution. On pourrait citer de nombreux exemples de commissions mises en place qui continuent à exister, même si elles n'ont plus lieu d'être. L'autorité est tout autre chose que le pouvoir. Un philosophe existentialiste, Karl Jaspers, nous rappelle en 1952 l'étymologie latine d'autorité. Auctor, A-U-C-T-O-R, c'est celui qui soutient une chose et la développe. Autoritas, toujours en latin, c'est la force qui sert à soutenir et à accroître. L'autorité n'est donc pas un privilège, c'est un service, et un service pour la qualité de la vie au travail. Elle sert à faire croître les autres dans le professionnalisme et l'humanisme, les deux, surtout dans le cadre d'une philosophie de l'économie sociale et solidaire. Le pouvoir, lui, au contraire de l'autorité, il est narcissique. L'autorité, elle, se réfère dans ses actes à la transcendance de valeurs de justice, de vrai progrès, de bien commun, de respect des personnes. Et d'ailleurs, avoir une autorité, un des intervenants précédents en a parlé, est une délégation de pouvoir. Mais le vrai verbe qui conjugue l'autorité, ce n'est pas le verbe avoir, c'est le verbe faire, faire autorité. Faire autorité, c'est être reconnu pour ses compétences professionnelles et humaines, et non pas parce qu'on a une délégation dans l'organigramme. Le chef a alors la confiance du groupe, il n'a pas trop besoin du secours de l'organigramme, et d'ailleurs aujourd'hui, on le sait, que ce soit les cadres de l'économie sociale et solidaire ou tous les autres, publics ou privés, le cadre est de moins en moins soutenu par l'institution. C'est pourquoi l'autorité est le juste milieu entre l'autoritarisme et le laxisme, par exemple en sachant reconnaître, quand il le faut, le droit à l'erreur. Voilà un exemple très précis
dans l'exercice de l'autorité de la qualité de vie au travail. Le droit à l'erreur. La démagogie du laxisme détruit l'image charismatique du chef et l'autoritarisme détruit la confiance des collaborateurs et des usagers et finit donc par être une perte d'autorité. De plus, ce concept d'autorité doit, au XXIe siècle, s'adapter à un autre regard sur les usagers, un regard neuf. Et le dernier paragraphe, c'est autorité j'allais dire, à partir de l'actualité du maître et de l'esclave. Il y a trois grands philosophes, très très grands, que tout le monde connaît d'ailleurs, hein, qui ont parlé du rapport conflictuel du maître et de l'esclave. Par ordre d'entrée en scène historique, il y a Hegel, qui est le plus grand philosophe du XIXe siècle, Marx, qui sera peut-être encore plus connu que Hegel, mais pas au XIXe, hein, après, au XXe. Donc Marx, oui, Marx a parlé de ce conflit, et Nietzsche. Et ils sont tous dans le XIXe ou à la fin du XIXe. Et en plus, ils sont tous allemands. Que nous disent-ils à ce sujet? Eh bien, c'est que l'éthique du management réside dans le rapport autorité-confiance, je viens de le dire. Mais notre culture a dévoyé cette éthique de l'autorité en la situant dans le rapport du fort au faible. Ce n'est plus de l'autorité, c'est le pouvoir. Hein, on en a parlé, on ne va pas y revenir à l'instant. Telle est la dialectique du maître et de l'esclave. Alors attention, je ne veux pas entrer dans ces détails, mais le mot dialectique ne s'applique qu'à Hegel et Marx, pas à Nietzsche. Mais peu importe. Hein. Telle est la dialectique du maître et de l'esclave d'après Hegel, qui est le philosophe le plus célèbre, donc je disais, du XIXe. Le maître veut assujettir l'esclave pour se faire exister en étant reconnu comme maître par l'esclave. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va finir par libérer l'esclave, parce qu'il aimerait bien être reconnu par quelqu'un de libre, quelqu'un qui librement le reconnaît comme le maître. Il va l'affranchir, dit Hegel, mais ça va se retourner contre le maître. Il n'y a plus ni maître ni esclave aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, les mots ne conviennent pas, mais la dialectique du supérieur et de son subordonné est souvent la même, et dans le même but. Marx, disciple de Hegel, oui, parce qu'effectivement Marx est disciple de Hegel, parlera de dialectique du dominant et du dominé, dans laquelle le dominant exploite le dominé, et le maître chez Nietzsche, alors c'est tout autre chose avec lui, mais moi, d'après moi, les trois ont raison, même s'ils ne disent pas du tout la même chose. Le maître, selon Nietzsche, est celui qui s'exalte dans la vie intense, aventurière et risquée. Il ne domine pas, mais il méprise le troupeau des frileux de la vie. Mais il ne cherche pas à les dominer. Tous ces comportements managériaux perdurent aujourd'hui dans l'égoïsme et le narcissisme du pouvoir, contraire à la philosophie de l'économie sociale et solidaire. Le pire est que le secteur social et médico-social a parfois tendance à conforter, sans le vouloir, le clivage de la société entre fragiles, exclus, et forts, qui les soignent. Ce clivage est un échec des buts de ces établissements sociaux et médico-sociaux, puisque par cette fracture, les fragiles avérés se sentent encore plus exclus, et que cette fracture sociale se reproduit dans des établissements chargés au contraire de les gommer. Nous devons donc promouvoir une nouvelle éthique vis-à-vis des usagers de ces établissements
associatif. Alors, c'est ma deuxième partie, qui est plus courte. C'est l'idée, dans un premier temps, la qualité de vie au travail n'est pas dans le sentiment d'avoir bonne conscience. Ça, c'est une erreur fréquente. On croit qu'on est heureux, qu'on se sent bien, si dans l'exercice de ses responsabilités, on a bonne conscience, parce que on est conforme à une éthique. Eh bien non. Et c'est encore ce Max Weber, là, dans Le savant et le politique, le même bouquin, qui nous fait réfléchir sur la distinction entre morale de conviction et morale de responsabilité. Cette différence est valable pour tout responsable, mais particulièrement pour les managers de l'économie sociale et solidaire. La morale de conviction est exemplaire en apparence. Croire en des valeurs et s'y tenir, quoi qu'il arrive, c'est bien la philosophie de l'économie sociale et solidaire. Les bénévoles dirigeants d'entreprises non lucratives ne sont pas motivés par le profit, évidemment, par définition, mais justement par des convictions, par des idéaux. C'est ce qui fait l'intérêt humaniste, d'ailleurs, de l'économie sociale et solidaire, et la possibilité d'une qualité de vie au travail libérée du diktat du profit. Mais c'est aussi là où le bât blesse, revers de la médaille. Les idéalistes ne sont pas toujours réalistes. Toute bonne solution a son revers. Telle ou telle association qui milite pour la sécurité routière, je fais exprès de prendre cet exemple parce que personne ne sera vexé là, on ne parlera pas du secteur social et médico-social, telle association donc, qui milite pour la sécurité routière est en passe aujourd'hui, c'est pas, je n'invente pas, c'est les journaux d'hier, aujourd'hui, demain, c'est vraiment l'actualité. Est en passe, et je crois d'ailleurs qu'ils ont réussi, d'obtenir des pouvoirs publics l'obligation, dès le 1er novembre, c'est pas longtemps ça, de disposer en permanence et de prouver qu'on en dispose de pneus neige ou de chêne d'eau dans les communes de montagne qui sont d'ailleurs répertoriées et désignées. Eh bien, c'est peut-être bien pour la sécurité routière. Mais au moment où l'on tente de remédier aux difficultés des ruraux, tout le monde en parle, et là on les provoque en ajoutant des contraintes. Les directeurs d'associations ne sont pas des bénévoles, en général c'est des salariés, ça peut être des bénévoles, mais c'est rare. Ce sont en général des salariés, mais ils ont pris ce job de salariés directeurs parce qu'ils partagent les valeurs, les convictions des administrateurs bénévoles. Et la morale de responsabilité, alors qu'est-ce qu'elle dit, elle nous rappelle à l'ordre. La réalité est complexe. C'est ce qu'a démontré toute sa vie le célèbre Edgar Morin. Il y en a qui croient qu'il est mort parce qu'on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps. Non, il n'est pas mort, il a 100 ans simplement. Et s'avère différente de ce que on pouvait l'imaginer. Être responsable, c'est répondre de ses actes devant les personnes que mes actes ont concernées. En l'occurrence, les automobilistes, pour l'exemple là des pneus neige, danger aussi, autre danger, mais qui est contradictoire, le danger de la précarité pécuniaire de ces gens de montagne. Du coup, le manager ne peut pas se complaire dans la bonne conscience. On ne peut pas être dans la bonne conscience d'être fidèle à ses convictions. Il n'y a pas de confort moral. Et c'est même, le confort moral serait même totalement immoral. J'ai toujours
la mauvaise conscience de mes choix, qui sont jamais parfaits. Et c'est déjà ça, la moralité, qui conditionne la qualité de vie au travail. Alors, après, les recettes ou les scrupules, c'est bien là l'enjeu. Il n'y a pas de recette morale. Il n'y a pas de réponse toute faite. Le manager associatif, qu'il soit mutuel, scope ou associatif, doit avoir foi en des valeurs, on est bien d'accord, et militer pour ces valeurs. Mais il doit savoir les adapter en fonction des contingences de la vie. Plutôt que de recettes qui kidnappent le bien et se croient libres du mal, hein, le mal c'est les autres, le bien c'est moi, les managers doivent s'habituer à avoir des scrupules. Ici, attention, le scrupuleux, c'est pas celui qui s'applique dans son travail. Hein. On dit de quelqu'un il est scrupuleux parce qu'il s'applique beaucoup dans ce qu'il fait. Non, là c'est pas ce sens-là. Avoir des scrupules, c'est s'interroger. C'est se poser des questions avant d'agir, c'est peser le pour et le contre, et non se lancer d'emblée à corps perdu dans la soi-disant direction de la bonne solution. C'est cette interrogation qui fait de l'homme un homme. Dans Le loup et l'agneau, alors ça on connaît, hein, de Jean de La Fontaine, le loup serait devenu vraiment une personne humaine s'il avait mis en question sa voracité, s'il était ouvert à l'interpellation d'autrui, en l'occurrence l'interpellation de l'agneau. Le loup animal n'est ni méchant ni gentil, il est déterminé par sa voracité de façon génétique et, à la différence de l'homme, ne peut pas se mettre en question. L'animal n'a pas accès à la moralité. L'homme, non plus, s'il s'enferme dans le dogmatisme d'un idéal, s'il devient un intégriste de ses convictions, s'il n'a pas de scrupules, mais que des recettes a priori. Seuls ceux qui se croient sûrs de leur bonne solution, seuls ouvrent les camps de concentration. Ceux qui doutent n'ouvrent pas de camps de concentration. À l'inverse, le manager associatif est transi de scrupules, s'il est dans la philosophie de l'économie sociale et solidaire et la qualité de la vie au travail de cette économie. Chacun doit répondre de ses actes devant tous ceux qu'il a mis en cause, et pas simplement les proches, là, les tout proches, mais aussi les lointains. L'idéal écologiste, par exemple, procède d'une interpellation de l'humanité future, qui n'a d'ailleurs aucune existence juridique. L'humanité de ceux qui ne sont pas encore nés et qui naîtront dans un siècle ou un millénaire. Et qui, ces gens-là, qui n'existent pas encore, qui nous demandent déjà des comptes sur nos ravages environnementaux. Tout être humain, présent ou futur, est quelqu'un qui compte, c'est un interlocuteur valable, c'est l'essence de l'économie sociale et solidaire et le respect de la dignité sacrée des personnes, d'où la qualité de vie au travail. Et troisième et dernière partie, l'économie sociale et solidaire et l'affectio societatis. Alors d'abord, l'importance juridique et humaine de l'affectio societatis. L'affectio societatis est un terme juridique, non traduit en français. Hein. On emploie l'expression latine, mais ce n'est pas la seule expression latine qui existe. Hein. L'affectio societatis est un concept juridique, je le disais tout à l'heure, peu connu du grand public. Cette expression latine signifie le lien vécu, le lien ressenti entre les associés pour faire société. Il y a là un aspect subjectif, c'est d'ailleurs pour ça que la loi ne l'écrit pas, c'est une jurisprudence.
Il y a là un aspect subjectif qui convient mal à l'objectivité bien cernée de la langue du droit. D'ailleurs, l'affectio societatis n'est pas formellement écrit dans la loi. En l'occurrence, ce serait l'article 1832 du Code civil, s'il devait être écrit quelque part, qui stipule, cet article, que les associés se doivent de rester unis le mieux possible pour servir un projet commun. Et c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui parle d'affectio societatis, et cette jurisprudence n'est pas un détail, pas un détail du tout. Les entreprises privées sont des associations capitalistes, mais des associations qui impliquent que les associés ont un minimum d'affinité et qui jouent le jeu sans tromperie. Le juge du tribunal, le juge, peut aller jusqu'à dissoudre une association, une entreprise, où l'affectio societatis ne serait pas assurée, au minimum, disputes graves et récurrentes, trahison, jeu personnel en contradiction avec le projet associatif, etc. Les défections de l'affectio societatis sont contraires à la qualité de vie au travail. D'où le deuxième paragraphe, l'affectio societatis peut-il s'épanouir dans le dualisme statutaire grave d'association et d'entreprise? On pourrait croire que l'économie sociale et solidaire exalte et excelle en affectio societatis du fait que ces valeurs humanistes devraient être partagées. Alors effectivement, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais il arrive que le climat associatif, mutualiste ou coopératif ou associatif, mette en danger l'affectio societatis. Tout vient de la dualité statutaire des établissements, allez, disons-le maintenant, sociaux et médico-sociaux. Cessons d'employer uniquement le terme, j'emploie sans arrêt le terme d'économie sociale et solidaire, parce que c'était dans le titre qu'on nous donnait. Mais parlons du secteur social et médico-social, plus restreint. Les initiateurs d'un projet social sont d'abord des militants d'une cause qui crée une association, loi 1901. Au point de départ, il n'y a que des bénévoles liés par un contrat d'association. Mais dès que l'activité le nécessite, l'association embauche. Elle embauche des salariés et s'inscrit ainsi, sans vraiment le vouloir, c'est pas sa vocation, dans le Code du travail, en plus du Code des associations, loi 1901. Et la gouvernance et certaines activités, d'ailleurs, sont bénévoles. Il n'y a pas que les administrateurs qui sont bénévoles. Il peut y avoir des activités bénévoles. Le conseil d'administration est composé d'administrateurs bénévoles et militants d'une cause, d'un projet social, humaniste. Pour ça, comme exemple, telle jeune présidente d'une association sportive, nouvellement élue, se trouve d'un seul coup en 24 heures complètement déprimée parce qu'elle s'aperçoit que son association est mise au prud'homme par la plainte d'un salarié. Et elle se rend compte qu'elle n'avait pas vocation à s'occuper de ça. Elle, ce qui l'intéressait, c'était le sport. L'activité sportive et la juridiction prud'homale ne sont pas du tout du même ordre. Dans le numéro 101-102 de 2020 de la revue de l'IRES, c'est-à-dire l'Institut de recherche économique et sociale de Marne-la-Vallée, dont, entre parenthèses, je suis le vice-président. Cette revue publie un article du sociologue Simon Cotin-Marx. Rien à voir avec Karl Marx, mais ça serait pareil. Simon Cotin-Marx sur l'ambivalence
des rôles d'employeurs et de salariés dans les entreprises associatives. Ce sociologue a effectué des enquêtes de terrain et on voit bien, en le lisant, que les conseils d'administration ressentent l'ensemble de l'entreprise, salariés compris, pas simplement le conseil d'administration, comme spontanément unis autour du projet associatif, dans la même affectio societatis. Mais c'est là l'erreur. Du coup, les intérêts des salariés sont souvent négligés. C'est dans l'économie sociale et solidaire qu'on trouve statistiquement les plus bas salaires, qu'on trouve des temps de travail explosés en nombre d'heures et sans même la rémunération de ces heures supplémentaires ou très peu. Alors ça, c'est pas du tout la qualité de vie au travail. Hein. Tout le monde doit être militant de la cause associative, mais ça, c'est l'idée des administrateurs. Mais cette affectio societatis fictif se transforme en conflit social. En fait, pas toujours, heureusement. En effet, les salariés sont assez souvent, reconnaissons-le, eux-mêmes, plus ou moins, militants du projet d'entreprise associative, eux-mêmes. Que ce soit dans les mutuelles, les associations ou les coopératives. Le déficit de politique salariale se trouve compensé, selon le sociologue que je viens de citer, par des bénéfices secondaires. En psychologie, on parle de bénéfices secondaires ou d'externalités positives. Par le bénéfice secondaire de travailler pour une nouvelle cause. J'accepte d'être moins payé, d'avoir des conditions de travail déplorables, mais quand même, je ne suis pas chez Renault en train de visser des boulons. Ça a un sens humaniste. Les directeurs, le directeur, quand il y en a un, doit gérer cette ambivalence. C'est d'autant plus difficile que le vrai patron, les intervenants précédents l'ont dit, surtout dans les associations, plus que dans les mutuelles, eh bien, c'est l'autorité publique. Le vrai patron, ARS, département, justice, c'est-à-dire le financeur principal. Les nouveaux CEPOM, enfin nouveaux, pas tant que ça, quelques années, c'est-à-dire contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, là aussi un intervenant en a parlé tout à l'heure, peuvent élargir les marges de manœuvre des établissements associatifs. L'intervenant montrait que pas beaucoup quand même, hein, je suis d'accord. Dans CEPOM, il y a le C de contrat. Et on peut espérer que la contractualité implique ou impliquerait un vrai dialogue, au moins un dialogue si ce n'est une codécision. Le CEPOM finalisé s'impose au directeur sans former de nuances, c'est même que ça, hein, sans nuances, c'est des chiffres, c'est des montants de subventions, il n'y a pas grand-chose sur les idéaux, sur les valeurs, et je voudrais maintenant, dans ce troisième paragraphe, qui est le dernier, l'importance du ressenti. Il reste au directeur de l'économie sociale et solidaire une autre marge. Non plus l'objectivité budgétaire, les chiffres, ça il l'a pas, mais le ressenti des bénévoles, des salariés et des usagers. Les directeurs, ou le directeur, peut cultiver l'affectio societatis d'une certaine unité de toutes les parties prenantes de l'entreprise s'il est attentif au ressenti, au vécu non mesurable, ressenti qui est le marqueur d'humanité dans un monde ficelé, dans un monde arithmétique et numérique ficelé. Ce ressenti lui dit jusqu'où la cause militante qu'il défend avec les administrateurs
la cause militante des bénévoles et les impératifs de gestion du droit du travail et des ressources humaines peuvent rester dans le cadre d'une affectio societatis, jusqu'où on peut tirer la corde sans que la corde casse. Et un autre sociologue, le célèbre Rouzan Vallon, dans son dernier livre, Les épreuves de la vie, publié au Seuil en 2021, c'est-à-dire cette année, explique que seul le ressenti, et plutôt que les chiffres, donne la vérité sur l'état d'une opinion. Et à l'ANRAS, qu'on connaît quand même à Toulouse, à l'ANRAS où je suis vice-président, le conseil d'administration et le directeur m'ont confié l'écoute du ressenti depuis 2017 seulement. J'ai pas de chance, mais vous non plus, hein, et il y a eu le Covid entre-temps. Hein. Ça a freiné quand même les opérations. La qualité de vie au travail est dans la bonne santé de l'affectio societatis que des nouveautés telles que, alors ça n'existe pas partout, mais telles que les actions collectives innovantes et apprenantes, ASIA, vous en avez tous entendu parler, peuvent entretenir. Conclusion générale, le paradigme du management aujourd'hui, le paradigme optimal en économie sociale et solidaire, pourrait être celui qui est mentionné à l'écran. L'économie sociale et solidaire insiste sur la confiance pour légitimer l'autorité. Elle insiste, cette économie, sur la morale de responsabilité pour adapter la morale de conviction. Elle cultive l'affectio societatis par-delà les dualités d'intention et de statut entre une association et une entreprise au cœur des entreprises associatives. Eh bien, les directeurs de l'économie sociale et solidaire, ceux du secteur social et médico-social, sont au carrefour de toutes ces implications hétérogènes. Ils préfigurent je le crois, un nouveau paradigme citoyen qui déborde les secteurs dont on parle, où la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature. C'est le secret de la qualité de vie au travail. Merci de votre attention.